Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5. Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%, et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter. Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse. En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés. À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite.
mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme. Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus de son niveau moyen. La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit, et l'eau est encore montée de 2,75 mètres à 1 heure du matin. L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 mètres. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 mètres de haut. Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité. Ah, la mer est agitée aujourd'hui. Rien de bien alarmant, mais suffisamment pour susciter un certain malaise. Une angoisse diffuse vous envahit, une sorte de pressentiment. Quelque chose de grave semble sur le point de se produire. Et soudain, des cris paniqués retentissent. En vous retournant, vous apercevez une vague immense, bien plus haute que toutes les autres. Serait-ce un tsunami? C'est exact. Lorsque l'on évoque des vagues dévastatrices, ce sont généralement les tsunamis qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, celle qui s'apprête à frapper votre navire n'en est pas un. Il s'agit d'une vague scélérate. Bien que tsunami et vague scélérate puissent tous deux provoquer des désastres, ils diffèrent tant par leur origine que par les lieux où leurs ravages s'exercent. Imaginez à présent une vague colossale, atteignant 18 mètres de hauteur, projetée sur votre navire. C'est un miracle que l'embarcation ne sombre pas. Cette lame massive, une vague scélérate, semble s'être matérialisée soudainement, comme surgie de nulle part. Aussi inquiétantes, imprévisibles et isolées qu'elles puissent paraître, les vagues scélérates ne sont pourtant pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Pour mieux visualiser, prenez la hauteur moyenne d'une pièce de votre maison. Le plafond fait sans doute un peu moins de 3 mètres.
Une maison à 2 étages mesure généralement entre 6 et 9 mètres. Quant à la Statue de la Liberté, elle atteint 34 mètres si l'on mesure des pieds jusqu'à la tête. Avec ces repères, vous pouvez vous faire une idée des dimensions des vagues scélérates, dont les plus hautes mesurent de 15 à 30 mètres. Pour qu'une vague soit qualifiée de scélérate, elle doit surgir de manière inattendue et dépasser en hauteur les vagues environnantes. Mais la mesure exacte de cet écart reste débattue. Certains spécialistes estiment qu'une vague scélérate doit être au moins 2 fois plus haute que les autres vagues importantes à proximité, tandis que d'autres ne partagent pas cet avis. Les vagues scélérates se distinguent également par leur pente plus abrupte par rapport aux vagues classiques, qui adoptent généralement la forme d'une grande houle. Cette configuration permet aux navires de gravir de telles vagues, même lorsqu'elles sont très hautes. Une vague scélérate, en revanche, s'apparente à un véritable mur d'eau. En raison de sa pente plus prononcée, elle percute les navires avec une force colossale, pouvant parfois déferler sur le bâtiment. Les vagues scélérates demeurent en partie mystérieuses, notamment parce que personne n'a jamais filmé leur formation, ni suivi leur cycle de vie complet. On dispose de quelques photographies de ces vagues exceptionnelles. Cependant, pendant des siècles, leur existence ne reposait que sur des légendes et des récits de marins ayant survécu à de telles rencontres. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé le mécanisme exact à l'origine des vagues scélérates. Une théorie évoque un phénomène de renforcement des vagues. Celui-ci survient lorsque 2 vagues interagissent et que leur hauteur se combine. Par exemple, si une vague de 5 mètres en croise une autre de 10 mètres, faisons le calcul, cela peut donner naissance à une vague éphémère atteignant 15 mètres. Les vagues scélérates ne se limitent mais pas aux océans. Le 10 novembre 1975, sur le lac Supérieur, un groupe de 3 vagues scélérates, surnommées les 3 Sœurs, aurait pu causer le naufrage du SS Edmund Fitzgerald, un cargo américain naviguant sur les Grands Lacs. Cette catastrophe a entraîné la perte du navire et de tous les membres de son équipage. Ces vagues se succédèrent à un intervalle trop rapproché, empêchant le navire de se stabiliser et d'écoper l'eau apportée par la première avant que la suivante ne frappe. Le capitaine d'un navire proche du Fitzgerald a rapporté que son bâtiment avait été frappé par 2 vagues de 9 à 10 mètres de haut. Ces vagues, vraisemblablement suivies d'une 3e, auraient ensuite poursuivi leur course vers le Fitzgerald, contribuant à son naufrage. Laissons de côté ce sujet et revenons au tsunami. Ces catastrophes naturelles représentent un danger extrême et diffèrent radicalement des vagues scélérates. Dans la majorité des cas, un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin. Lorsqu'il se forme, il ne mesure généralement que quelques mètres de hauteur. Cependant, à mesure qu'il se rapproche du littoral, il gagne en ampleur. En entrant dans des eaux peu profondes, il commence à ralentir. La première vague frappe alors la côte, son sommet se déplaçant plus rapidement que sa base, ce qui explique sa hauteur et sa pente vertigineuse. Le point le plus bas de la vague touche la terre en premier, générant un effet de vide qui aspire l'eau loin du rivage, exposant la baie et le fond marin. Les personnes capables d'identifier ce premier signe annonciateur d'un tsunami peuvent encore avoir une chance de sauver leur peau. Quelques minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau s'abat sur la côte, détruisant tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une seule vague. Un train de vagues se forme, composé de multiples vagues successives. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance à l'épicentre, mais de la profondeur de l'océan. En pleine mer, les tsunamis peuvent atteindre la vitesse d'un avion à réaction. Cependant, lorsqu'ils pénètrent dans des eaux peu profondes, leur progression ralentit considérablement. La première vague d'un tsunami n'est généralement pas la plus puissante. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent ce fait et commettent l'erreur de relâcher leur vigilance après son passage. Elles croient le danger écarté, ce qui les expose aux vagues suivantes, souvent bien plus imposantes et destructrices, qui les prennent de court. Un tsunami peut parfois se manifester sous la forme d'un torrent d'eau écumante. À d'autres moments, il provoque un retrait soudain de la mer, laissant derrière lui des poissons échoués et des bateaux retournés. Par ailleurs, une légère hausse du niveau de la mer peut également indiquer l'arrivée imminente d'un tsunami. Si la première vague atteint le rivage, la seconde, souvent plus grande, peut survenir après un certain délai. Vous pouvez également observer l'eau de mer bouillonner, tourbillonner et former des motifs étranges. C'est un autre indice indiscutable qu'un tsunami est imminent. Des vagues successives répétées peuvent aussi annoncer l'approche d'un tsunami. Si vous remarquez des houles inhabituelles se succédant à intervalles réguliers, il serait sage de vous diriger rapidement vers une zone surélevée. Étonnamment, certains des tsunamis les plus gigantesques ont été provoqués par des glissements de terrain.
Un exemple marquant est celui de la baie de Lituya, en Alaska, où un glissement a généré une vague de 520 mètres de haut, l'une des plus imposantes jamais enregistrées. Cette vague colossale a déferlé sur la péninsule, emportant arbres, végétation et dépouillant le terrain jusqu'à la roche nue. Sa hauteur équivalait à plus de la moitié de celle du Burj Khalifa, la plus haute structure au monde. De même, lorsqu'un tiers du volcan hawaïen d'East Molokai s'est effondré dans l'océan Pacifique, cela a déclenché un tsunami atteignant 610 mètres, soit la hauteur de la tour de Shanghai, l'un des gratte-ciels les plus hauts du monde. Un autre phénomène océanique étrange et potentiellement dangereux est celui de la mer croisée. Elle se forme lorsque deux systèmes de vagues distincts se rencontrent à angle droit, ce qui se produit fréquemment près des péninsules, ou là où deux mers ou océans se rejoignent. Ce spectacle peut sembler impressionnant, mais seulement depuis le rivage. Il est fortement déconseillé de se jeter à l'eau pour interagir avec ces vagues. Les contre-courants qui s'y trouvent peuvent facilement entraîner sous la surface même les nageurs les plus aguerris. Les vagues carrées ont également été responsables de nombreuses catastrophes maritimes au fil du temps. De plus, si vous apercevez des vagues agitées, mêlées de débris marins et d'algues, abstenez-vous de vous baigner. Ces signes peuvent révéler la présence d'un puissant courant d'arrachement, capable de vous entraîner au large. Passons maintenant à un phénomène bien plus vaste, et même d'échelle véritablement planétaire. Les ondes de Rossby. Il en existe deux types, océaniques et atmosphériques. Mais compte tenu du thème du jour, concentrons-nous sur celles liées aux océans. Les ondes de Rossby, qui se déplacent lentement, diffèrent complètement des vagues de surface. Elles ne ressemblent en rien aux vagues qui déferlent sur les plages. Ce sont des mouvements gigantesques des océans, qui s'étendent horizontalement sur des centaines de kilomètres à travers la planète, toujours vers l'ouest. Leur ampleur est telle qu'elles peuvent influencer les conditions climatiques globales, provoquer des marées hautes et même entraîner des inondations dans certaines régions. Leur déplacement complexe dépend de leur localisation. Dans le Pacifique, les ondes situées près de l'équateur mettent de quelques mois à 1 an pour traverser l'océan, tandis que celles situées plus loin de l'équateur peuvent nécessiter plus de 10 ans pour accomplir ce même trajet. Alors, lorsqu'une onde passe, n'oubliez pas de lui faire un petit signe. Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'1 heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne, 1 millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État.
L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des Trois États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km. Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un hiver éternel. Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du Soleil et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre Soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de deux étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière. Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire,
La Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes géospatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps. La possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène. Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires, lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard,
ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés et il neigeait même en Chine au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle, une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes, car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite, l'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? À Westbrook, dans le Maine,
Les gens ont vu un énorme disque de glace en janvier 2019. Ce disque ressemblait à un manège hivernal. Il tournait dans le fleuve Presumpscot. Les habitants lui ont donné toutes sortes de noms. Le plateau tournant de glace, la roue de la fortune gelée, j'en passe, et des meilleurs. On estime qu'il mesurait environ 91 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands disques de glace jamais vus. Curieusement, les disques de glace en rotation ne sont pas une nouveauté. On en a déjà vu en Russie et dans l'État de Washington. Ils formaient presque toujours des cercles parfaits. Mais comment ces disques apparaissent-ils? En 1997, des scientifiques se sont dit que c'était l'eau qui les causait, en créant un effet de tourbillon, lissant la glace et la rendant parfaitement circulaire. En 2016, d'autres scientifiques ont affirmé que les courants fluviaux aidaient à la formation de ces disques, mais que c'était les changements de température qui les faisaient tourner. L'eau tiède ou chaude fait fondre et couler la glace, ce qui crée un tourbillon qui fait tourner le disque. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne vite. Avez-vous déjà entendu parler des lumières de Hessdalen en Norvège? Non, ce ne sont pas des aurores boréales. Ce sont des sortes de boules incandescentes. On en observe régulièrement depuis au moins les années 30. Ces merveilles lumineuses se présentent sous diverses couleurs. Parfois elles clignotent, d'autres fois, elles se contentent de briller. Les lumières de Hessdalen peuvent apparaître 10 à 20 fois par semaine. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit. Elles peuvent durer quelques secondes ou rester en vol stationnaire pendant plus d'une heure. Il est intéressant de noter que personne n'a la moindre idée de ce qu'elles sont exactement. Parmi les efforts déployés pour comprendre ces lumières, citons le projet Hessdalen, lancé en 1983, et d'autres projets ultérieurs, comme le projet Triangle. Malgré les recherches, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ces lumières. Certains pensent donc qu'il s'agit de corps célestes, d'autres des avions, d'autres encore des mirages. Selon une théorie, ces lumières seraient causées par de la poussière en suspension, tandis qu'une autre mentionne le plasma formé par l'air ionisé et la poussière résultant de la désintégration du radon. Les roches sonnantes sont un phénomène géologique intéressant que vous ne connaissiez probablement pas, et c'est notre prochaine étape sur la route des phénomènes naturels mystérieux. Vous les trouverez dans le comté de Bucks, aux États-Unis. Si vous frappez ces roches avec un marteau ou une autre pierre, elles se mettent à sonner. Les scientifiques les ont étudiées, mais le mystère reste entier. Il existe également différentes hypothèses à ce sujet. La taille et la forme des blocs rocheux, ainsi que la façon dont ils sont empilés, peuvent affecter les sons qu'ils produisent. Mais cela n'explique pas pourquoi ils produisent un son. On décrit celui-ci comme métallique, mais il est probablement dû à la densité et à la tension interne des roches, et pas seulement à leur teneur en fer. Une expérience réalisée dans les années 60 a suggéré que les sons provenaient d'une tension interne, et non d'une quelconque altération extérieure. Les roches situées au milieu des terrains présentent une expansion ou détente après avoir été coupées, ce qui indique la présence d'une tension élastique interne. Une altération lente dans les champs secs pourrait être à l'origine de ces tensions. La théorie des tensions résiduelles suggère que ces blocs rocheux agissent comme des cordes de guitare. Un bloc déstressé produit un bruit sourd, tandis qu'un bloc stressé résonne à différentes fréquences. Les blocs peuvent continuer à sonner après avoir été éloignés de leur champ, et on dit que certains de ces rochers ont été volés. Il n'y a plus de petits sonneurs dans la plupart des champs, et en brisant de gros blocs, on fait cesser les sons. D'imposantes machines sont nécessaires pour déplacer les petits blocs, qui pèsent plus d'une tonne. Parlons des boules de feu des Nagas. Elles n'apparaissent que le long du Mékong, en Asie. Ces boules de feu se trouvent sur un tronçon de 250 km du fleuve. Rougeoyantes, elles s'élèvent naturellement de l'eau vers le ciel. Elles peuvent faire la taille d'une étincelle ou d'un ballon de basket. Selon les habitants, il y aurait entre quelques dizaines et quelques milliers de boules de feu par nuit. On peut les observer tout au long de l'année, mais elles semblent se manifester le plus souvent au moment de la pleine lune et à la fin de l'automne. Pourquoi? Personne ne le sait. Certains ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène. Une théorie suggère que de la phosphine provenant des marécages pourrait en être à l'origine. Cependant, les sceptiques affirment qu'il est peu probable qu'une combustion spontanée soit à l'origine du phénomène. Selon une autre explication, il s'agirait d'orbes de plasma créés par l'électricité de surface et flottant librement. Toutefois, ce phénomène se produit généralement dans des environnements contrôlés, lors d'expériences, et non de manière naturelle.
Nous avons ensuite la foudre en boule. Il s'agit d'une chose très rare, une boule incandescente qui apparaît dans l'air. Elles apparaissent en général près du sol pendant les orages, en même temps que les éclairs normaux. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues, et sont souvent accompagnées d'un sifflement et d'une odeur désagréable. Ces sphères lumineuses sont rapides. Elles ne durent que quelques secondes, tournent en rond, puis disparaissent, parfois en silence, parfois avec un petit bruit sec. La foudre en boule peut sembler dérangeante, mais elle est généralement inoffensive. Bien sûr, il arrive qu'elle brûle ou fasse fondre des objets, mais elle n'est pas là pour nous nuire. Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui cause ce phénomène, ni de son lien avec la foudre ordinaire. Certains ont évoqué un comportement étrange de l'air ou des gaz, un plasma de haute densité ou même un tourbillon de gaz incandescent. Même le rayonnement micro-ondes piégé dans une bulle de plasma figure sur la liste. Mais ne confondez pas la foudre en boule avec la foudre en perles. Il s'agit d'un phénomène différent, qui ressemble davantage à un chapelet de perles et qui se produit lorsqu'un éclair se maintient pendant une bonne seconde. Chut, nous sommes maintenant dans la zone silencieuse de Mapimi. Il s'agit d'un endroit situé près de Bolson de Mapimi au Mexique. L'histoire raconte que dans cette zone désertique, il est impossible de capter des signaux radio ou de parler à qui que ce soit. En juillet 1970, une fusée en provenance de l'Utah a dévié de sa trajectoire et a atterri ici. Elle transportait du cobalt. Les autorités ont dû évacuer des tonnes de terre du site de l'accident. Aujourd'hui, grâce au nettoyage, la zone silencieuse fait l'objet de nombreuses légendes. On parle d'un étrange phénomène magnétique qui perturbe les radios, de plantes et d'animaux qui subissent des mutations. Les habitants suivent le mouvement, ce qui stimule le tourisme dans la région. Très bien, nous pouvons maintenant parler un peu du Soleil. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse boule de feu, il possède une couche extérieure appelée couronne. Il s'agit d'une sorte de veste solaire invisible composée de gaz. En général, vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil est très brillant. Mais il y a une astuce. Lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, la couronne apparaît, toute brillante et blanche. La couronne est brûlante, plus chaude encore que la surface du Soleil, ce qui est assez étrange. Les scientifiques se sont donné pour mission d'élucider ce mystère. Ils ont découvert ce qu'on appelle des bombes thermiques, qui partent du Soleil et se dirigent vers la couronne, explosant et réchauffant la surface. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du puzzle. La surface du Soleil est comme un terrain de jeu couvert de champs magnétiques. Ces champs magnétiques créent des formes intéressantes, par exemple des boucles et des serpentins. Les télescopes nous permettent d'observer ces formes de près. La couronne s'étend relativement loin et émet ce qu'on appelle des vents solaires partout dans le système solaire. Ces particules sont si rapides qu'elles échappent à la gravité de notre bel astre. Et puis il y a un endroit sympa, la plage de Kuala Selangor que vous ne pouvez visiter que lorsque la marée est basse. Les horaires changent tous les jours et vous ne pouvez pas y accéder lorsque la marée est haute. La plupart du temps, la plage est cachée sous la mer et ne figure même pas sur la carte. Mais quand la marée est bonne, elle apparaît, un peu comme la version malaisienne du Salar d'Uyuni. Les gens l'appellent le miroir du ciel, car lorsqu'il n'est pas immergé, il reflète merveilleusement le ciel. Un endroit génial pour des photos vraiment belles. En plus d'être un endroit idéal pour voyager, il abrite également une faune et une flore très diverses. Par exemple, des palourdes et d'autres coquillages qui vivent sur ces rivages sablonneux. Imagine que tu sois assis chez toi, en train de boire un café et de regarder un nouvel épisode de ta série préférée. Et soudain, boum, crash, que s'est-il passé? Rien de terrible. Juste une météorite qui vient de s'écraser dans ta cuisine après avoir brisé le toit. Tu pourrais croire que cette histoire est entièrement inventée. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans le New Jersey pendant la pluie de météores Eta Aquarid, qui s'est passé du 19 avril au 28 mai, avec un pic les 5 et 6 mai. Le caillou spatial avait la taille d'un gros sandwich. Elle était également noire comme la nuit et pesait près de 1,5 kg. Elle a traversé le toit et a heurté le plancher en bois, abîmant tout. Lorsque les habitants de la maison ont trouvé la pierre et l'ont touchée, elle était encore chaude. Heureusement, l'objet n'était pas radioactif et il n'y avait personne à la maison au moment où la pierre est arrivée. Mais tu sais ce qui est le plus choquant à propos de cette météorite? Les astronomes pensent qu'elle pourrait provenir d'une boule de neige cosmique naviguant très, très loin de la Terre. Pour expliquer cela, je vais devoir t'en dire un peu plus sur l'Eta Aquarid.
Cette pluie de météores est célèbre pour ses météores rapides, qui laissent de longues traînées lumineuses. Elle est produite par la comète Halley, qui termine son orbite autour du Soleil tous les 76 ans. La comète n'est pas venue près de la Terre depuis 1986 et ne reviendra pas avant 2061. Pour l'instant, elle se trouve quelque part dans la constellation de l'Hydre, à plus de 100 années-lumière de notre planète. Chaque année, la Terre doit traverser les traînées de débris laissées par les comètes. Ils entrent en collision avec notre atmosphère, se désintègrent et créent de magnifiques traînées colorées dans le ciel nocturne. C'est ce qui se produit à chaque fois que Halley retourne dans notre système solaire. Son noyau rejette une couche de glace et de roches dans l'espace, dont une partie atteint notre planète. Les autorités du New Jersey pensent que la météorite qui s'est infiltrée dans la maison provient de cette pluie de météorites. Mais je suis sûr que tu te poses une autre question qui trouble beaucoup de gens. Quelle est la différence entre tous ces engins spatiaux? Il y en a tellement qui volent dans l'espace. Météores, météorites, astéroïdes, comètes, etc. Ok, essayons de comprendre ensemble. Un astéroïde est un corps rocheux en orbite autour du Soleil. Il n'est généralement pas très grand et assez inactif. Les comètes sont différentes. Elles sont recouvertes de glace qui s'évapore normalement à la lumière du Soleil, formant une coma. C'est ainsi que l'on appelle l'atmosphère d'une comète. Cette coma est composée de poussière et de gaz. Une comète possède également une queue composée de poussière et ou de gaz. Un météoroïde est une petite partie d'une comète ou d'un astéroïde en orbite autour du Soleil. Si ce météoroïde parvient à se faufiler dans l'atmosphère terrestre et à s'y évaporer, il s'agit d'un météore. On l'appelle souvent étoile filante. Enfin, si un météoroïde parvient à survivre à la traversée de l'atmosphère de notre planète et à atterrir à la surface de la Terre, il devient une météorite. Si tu penses que les visiteurs de l'espace sont rares, tu te trompes. Chaque jour, notre planète est frappée par plus de 100 tonnes de particules de la taille d'un grain de sable. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère terrestre, se transforme en une impressionnante boule de feu et brûle, heureusement, avant d'atteindre la surface de la planète. Et tous les 2000 ans environ, un météoroïde de la taille d'un terrain de football s'abat sur la Terre, causant d'importants dégâts. Et maintenant, imagine ceci. Un astéroïde énorme, vraiment énorme, s'approche de notre planète. Personne sur Terre ne peut prédire son apparition. Personne non plus ne peut l'arrêter. C'est pourquoi l'astéroïde s'écrase bientôt sur la surface de la Terre. La force de la collision est si puissante que le voyageur de l'espace ne s'arrête pas avant d'avoir traversé la croûte terrestre sur une profondeur de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Le crash déclenche une série de catastrophes naturelles qui anéantissent 75% de la vie sur Terre. Les créatures qui étaient assez proches pour voir la collision ne survivent pas plus de quelques secondes. Plus près encore du cratère d'impact, le sol est recouvert de milliers de mètres de cendres chaudes, de gravillons et de décombres. Quelques secondes plus tard, tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde s'embrase. Ce qui ne brûle pas dans les minutes qui suivent la collision connaît un sort différent, encore plus terrifiant. L'astéroïde provoque un monstrueux tsunami, le plus important jamais enregistré. Une étude récente affirme qu'il était des milliers de fois plus puissant que n'importe quelle vague jamais vue. Le tsunami a été si dévastateur qu'il a érodé les sédiments des fonds marins à l'autre bout du monde. Une équipe de scientifiques a même reconstitué les événements survenus dans les 10 premières minutes suivant l'impact. La maquette a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus importantes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004. Tu as probablement déjà deviné que je parle d'un événement réel, à savoir la collision d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. L'astéroïde de Chicxulub tel que nous le connaissons aujourd'hui proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 9 km de diamètre. Il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. L'impact a été si puissant qu'il a laissé sa signature sur le visage de la planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait creusé des méga-ondulations dans la croûte terrestre dans la région de l'actuelle Louisiane centrale. Mais de tels événements dévastateurs, lorsqu'un objet aussi grand menace les habitants de la Terre, se produisent très rarement, une fois tous les quelques millions d'années. Les roches spatiales de moins de 24 mètres brûlent généralement dans l'atmosphère de notre planète, ne causant que peu ou pas de dégâts.
Si un météorite rocheux d'un diamètre supérieur à 24 mètres mais inférieur à 800 mètres venait à frapper la Terre, il causerait des dégâts locaux dans la zone d'impact. Quant à un rocher spatial d'un diamètre supérieur à 800 mètres, il aurait probablement des effets à l'échelle mondiale. Et ces corps spatiaux ne sont même pas les plus grands qui existent. À titre de comparaison, les astéroïdes qui peuplent la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter peuvent mesurer jusqu'à 933 km de diamètre. Mais tu peux respirer, ils sont trop éloignés et ne représentent aucune menace pour notre planète. Nos scientifiques en apprennent toujours plus sur les astéroïdes et les comètes dangereux. Ils ont même créé un bureau de coordination de la défense planétaire, PDCO. Ce bureau veille à ce que les objets potentiellement dangereux soient détectés le plus tôt possible. Un objet est considéré comme potentiellement dangereux si l'on prévoit que son orbite l'amènera à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Il doit également être suffisamment grand pour atteindre la surface de notre planète, plus de 30 mètres de diamètre. Il est intéressant de noter que l'impact d'une météorite n'est pas la pire chose à craindre. Certains scientifiques affirment que la chose la plus dangereuse est l'onde de choc produite par un météore qui se brise dans l'atmosphère. Par exemple, un météore, qui était à l'origine un astéroïde de la taille d'un immeuble de 6 étages, est entré dans l'atmosphère de notre planète en février 2013 et s'est brisé à 24 km au-dessus du sol. Cela a généré une onde de choc équivalente à une énorme explosion. La météorite qui s'est écrasée en Sibérie en 1908 était 10 fois plus puissante qu'un astéroïde. Elle s'est brisée en morceaux au-dessus de la rivière Tunguska en juin 1908, rasant 2000 km² de forêt. Si la météorite n'avait pas été aussi énorme, cet événement serait passé inaperçu en raison de l'éloignement de l'endroit où il s'est produit. Heureusement. C'est donc une bonne chose que 90 à 95% des météorites ne survivent pas à leur chute dans l'atmosphère de notre planète. Seules celles qui sont composées de matériaux plus résistants parviennent jusqu'ici. On pense que la plupart des météorites proviennent de comètes, qui sont beaucoup plus fragiles que les astéroïdes. Il faut également tenir compte de la vitesse d'un météore. Si un météore s'approche de la Terre plus lentement, il a plus de chances de survivre à la collision avec l'atmosphère de notre planète. Cela signifie que le météore ne brûlera pas complètement et qu'une partie de ses restes atteindra le sol. Ah, la mer est agitée aujourd'hui. Rien de bien alarmant, mais suffisamment pour susciter un certain malaise. Une angoisse diffuse vous envahit, une sorte de pressentiment. Quelque chose de grave semble sur le point de se produire. Et soudain, des cris paniqués retentissent. En vous retournant, vous apercevez une vague immense, bien plus haute que toutes les autres. Serait-ce un tsunami? C'est exact. Lorsque l'on évoque des vagues dévastatrices, ce sont généralement les tsunamis qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, celle qui s'apprête à frapper votre navire n'en est pas un. Il s'agit d'une vague scélérate. Bien que tsunami et vague scélérate puissent tous deux provoquer des désastres, ils diffèrent tant par leur origine que par les lieux où leurs ravages s'exercent. Imaginez à présent une vague colossale, atteignant 18 mètres de hauteur, projetée sur votre navire. C'est un miracle que l'embarcation ne sombre pas. Cette lame massive, une vague scélérate, semble s'être matérialisée soudainement, comme surgie de nulle part. Aussi inquiétantes, imprévisibles et isolées qu'elles puissent paraître, les vagues scélérates ne sont pourtant pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Pour mieux visualiser, prenez la hauteur moyenne d'une pièce de votre maison. Le plafond fait sans doute un peu moins de 3 mètres. Une maison à 2 étages mesure généralement entre 6 et 9 mètres. Quant à la Statue de la Liberté, elle atteint 34 mètres si l'on mesure des pieds jusqu'à la tête. Avec ces repères, vous pouvez vous faire une idée des dimensions des vagues scélérates, dont les plus hautes mesurent de 15 à 30 mètres. Pour qu'une vague soit qualifiée de scélérate, elle doit surgir de manière inattendue et dépasser en hauteur les vagues environnantes. Mais la mesure exacte de cet écart reste débattue. Certains spécialistes estiment qu'une vague scélérate doit être au moins 2 fois plus haute que les autres vagues importantes à proximité, tandis que d'autres ne partagent pas cet avis. Les vagues scélérates se distinguent également par leur pente plus abrupte par rapport aux vagues classiques, qui adoptent généralement la forme d'une grande houle. Cette configuration permet aux navires de gravir de telles vagues, même lorsqu'elles sont très hautes. Une vague scélérate, en revanche, s'apparente à un véritable mur d'eau. En raison de sa pente plus prononcée, elle percute les navires avec une force colossale, pouvant parfois déferler sur le bâtiment.
Les vagues scélérates demeurent en partie mystérieuses, notamment parce que personne n'a jamais filmé leur formation, ni suivi leur cycle de vie complet. On dispose de quelques photographies de ces vagues exceptionnelles. Cependant, pendant des siècles, leur existence ne reposait que sur des légendes et des récits de marins ayant survécu à de telles rencontres. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé le mécanisme exact à l'origine des vagues scélérates. Une théorie évoque un phénomène de renforcement des vagues. Celui-ci survient lorsque deux vagues interagissent et que leur hauteur se combine. Par exemple, si une vague de 5 mètres en croise une autre de 10 mètres, faisons le calcul, cela peut donner naissance à une vague éphémère atteignant 15 mètres. Les vagues scélérates ne se limitent mais pas aux océans. Le 10 novembre 1975, sur le lac Supérieur, un groupe de 3 vagues scélérates, surnommées les Trois Sœurs, aurait pu causer le naufrage du SS Edmund Fitzgerald, un cargo américain naviguant sur les Grands Lacs. Cette catastrophe a entraîné la perte du navire et de tous les membres de son équipage. Ces vagues se succédèrent à un intervalle trop rapproché, empêchant le navire de se stabiliser et d'écoper l'eau apportée par la première avant que la suivante ne frappe. Le capitaine d'un navire proche du Fitzgerald a rapporté que son bâtiment avait été frappé par 2 vagues de 9 à 10 mètres de haut. Ces vagues, vraisemblablement suivies d'une troisième, auraient ensuite poursuivi leur course vers le Fitzgerald, contribuant à son naufrage. Laissons de côté ce sujet et revenons au tsunami. Ces catastrophes naturelles représentent un danger extrême et diffèrent radicalement des vagues scélérates. Dans la majorité des cas, un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin. Lorsqu'il se forme, il ne mesure généralement que quelques mètres de hauteur. Cependant, à mesure qu'il se rapproche du littoral, il gagne en ampleur. En entrant dans des eaux peu profondes, il commence à ralentir. La première vague frappe alors la côte, son sommet se déplaçant plus rapidement que sa base, ce qui explique sa hauteur et sa pente vertigineuse. Le point le plus bas de la vague touche la terre en premier, générant un effet de vide qui aspire l'eau loin du rivage, exposant la baie et le fond marin. Les personnes capables d'identifier ce premier signe annonciateur d'un tsunami peuvent encore avoir une chance de sauver leur peau. Quelques minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau s'abat sur la côte, détruisant tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une seule vague. Un train de vagues se forme, composé de multiples vagues successives. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance à l'épicentre, mais de la profondeur de l'océan. En pleine mer, les tsunamis peuvent atteindre la vitesse d'un avion à réaction. Cependant, lorsqu'ils pénètrent dans des eaux peu profondes, leur progression ralentit considérablement. La première vague d'un tsunami n'est généralement pas la plus puissante. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent ce fait et commettent l'erreur de relâcher leur vigilance après son passage. Elles croient le danger écarté, ce qui les expose aux vagues suivantes, souvent bien plus imposantes et destructrices, qui les prennent de court. Un tsunami peut parfois se manifester sous la forme d'un torrent d'eau écumante. À d'autres moments, il provoque un retrait soudain de la mer, laissant derrière lui des poissons échoués et des bateaux retournés. Par ailleurs, une légère hausse du niveau de la mer peut également indiquer l'arrivée imminente d'un tsunami. Si la première vague atteint le rivage, la seconde, souvent plus grande, peut survenir après un certain délai. Vous pouvez également observer l'eau de mer bouillonner, tourbillonner et former des motifs étranges. C'est un autre indice indiscutable qu'un tsunami est imminent. Des vagues successives répétées peuvent aussi annoncer l'approche d'un tsunami. Si vous remarquez des houles inhabituelles se succédant à intervalles réguliers, il serait sage de vous diriger rapidement vers une zone surélevée. Étonnamment, certains des tsunamis les plus gigantesques ont été provoqués par des glissements de terrain. Un exemple marquant est celui de la baie de Lituya, en Alaska, où un glissement a généré une vague de 520 mètres de haut, l'une des plus imposantes jamais enregistrées. Cette vague colossale a déferlé sur la péninsule, emportant arbres, végétation et dépouillant le terrain jusqu'à la roche nue. Sa hauteur équivalait à plus de la moitié de celle du Burj Khalifa, la plus haute structure au monde. De même, lorsqu'un tiers du volcan hawaïen d'East Molokai s'est effondré dans l'océan Pacifique, cela a déclenché un tsunami atteignant 610 mètres, soit la hauteur de la tour de Shanghai, l'un des gratte-ciels les plus hauts du monde. Un autre phénomène océanique étrange et potentiellement dangereux est celui de la mer croisée. Elle se forme lorsque deux systèmes de vagues distincts se rencontrent à angle droit, ce qui se produit fréquemment près des péninsules, ou là où deux mers ou océans se rejoignent. Ce spectacle peut sembler impressionnant, mais seulement depuis le rivage. Il est fortement déconseillé de se jeter à l'eau pour interagir avec ces vagues.
les contre-courants qui s'y trouvent peuvent facilement entraîner sous la surface même les nageurs les plus aguerris. Les vagues carrées ont également été responsables de nombreuses catastrophes maritimes au fil du temps. De plus, si vous apercevez des vagues agitées, mêlées de débris marins et d'algues, abstenez-vous de vous baigner. Ces signes peuvent révéler la présence d'un puissant courant d'arrachement, capable de vous entraîner au large. Passons maintenant à un phénomène bien plus vaste, et même d'échelle véritablement planétaire. Les ondes de Rossby. Il en existe deux types, océaniques et atmosphériques. Mais compte tenu du thème du jour, concentrons-nous sur celles liées aux océans. Les ondes de Rossby, qui se déplacent lentement, diffèrent complètement des vagues de surface. Elles ne ressemblent en rien aux vagues qui déferlent sur les plages. Ce sont des mouvements gigantesques des océans, qui s'étendent horizontalement sur des centaines de kilomètres à travers la planète, toujours vers l'ouest. Leur ampleur est telle qu'elles peuvent influencer les conditions climatiques globales, provoquer des marées hautes et même entraîner des inondations dans certaines régions. Leur déplacement complexe dépend de leur localisation. Dans le Pacifique, les ondes situées près de l'équateur mettent de quelques mois à 1 an pour traverser l'océan, tandis que celles situées plus loin de l'équateur peuvent nécessiter plus de 10 ans pour accomplir ce même trajet. Alors, lorsqu'une onde passe, n'oubliez pas de lui faire un petit signe. À la naissance, il ne fait que 30 cm de haut, mais plus il se rapproche du rivage, plus il grandit. Bientôt, il entre dans les eaux peu profondes et commence à ralentir. Au loin, les humains, minuscules comme des fourmis, crient et se dispersent dans toutes les directions. La première vague de tsunami s'écrase sur le rivage. Son sommet se déplace plus vite que sa base. C'est ce qui rend la vague si haute et si raide. Le point le plus bas de la vague atteint la terre ferme en premier. Ce processus crée un effet de vide qui éloigne l'eau de la côte, ce qui met le port et le fond marin à l'abri. Ceux qui reconnaissent ce premier signe de l'approche d'un tsunami ont encore la possibilité de sauver leur vie. 5 minutes plus tard, un énorme mur d'eau s'abat sur la rive et efface tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une simple vague, il y en a plein. Ce phénomène s'appelle un train de vagues. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance qui le sépare de la source des vagues, mais de la profondeur de l'océan. Les tsunamis peuvent se déplacer aussi vite qu'un avion à réaction quand ils sont au milieu de l'océan. Mais une fois qu'ils entrent dans des eaux peu profondes, leur vitesse diminue. C'est très différent quand on parle de la hauteur d'un tsunami. À la surface de l'océan, souvent, il ne dépasse pas 30 cm de hauteur. C'est pourquoi même les marins expérimentés ne remarquent pas toujours ces vagues si discrètes. Mais la mer monte de façon spectaculaire une fois que le tsunami s'approche du rivage. La première vague de tsunami n'est généralement pas la plus forte, mais beaucoup de gens ne le savent pas et commettent une grave erreur qui leur coûte parfois la vie. Une fois la première vague passée, ils se détendent et croient que le danger est passé. C'est pourquoi les vagues suivantes, beaucoup plus grosses et plus puissantes, les prennent au dépourvu. Le plus effrayant avec les tsunamis, c'est qu'ils peuvent traverser des océans entiers sans perdre d'énergie ou presque. Un tsunami peut se déplacer à des centaines de mètres à l'intérieur des terres. Il y a généralement tellement d'eau que son poids et ses énormes forces balaient tout sur leur passage. Voitures, arbres, personnes et même bâtiments. Le rugissement d'un tsunami qui approche est plus fort que celui d'un avion qui décolle. Parfois, un tsunami se présente sous la forme d'un torrent d'eau avec de la mousse. D'autres fois, il cause un retrait de la mer et laisse derrière lui des poissons échoués et des bateaux renversés. Mais qu'est-ce qui est à l'origine d'un tsunami ? L'une des catastrophes naturelles les plus impitoyables et les plus dévastatrices. Dans plus de 70% des cas, il s'agit d'un tremblement de terre sous-marin. Par exemple, le tsunami du lendemain de Noël, qui s'est produit en 2004 en Indonésie, a été déclenché par un tremblement de terre sous-marin. Les secousses ont produit plusieurs vagues gigantesques. La plus grande d'entre elles était aussi haute que l'Arc de Triomphe à Paris. Un glissement de terrain peut également provoquer un tsunami monstrueux, comme ce qui est arrivé en 1963 en Italie. À l'époque, plus de 250 millions de mètres cubes de forêt, de sol et de roches ont roulé dans un lac. Un sombre mur d'eau a recouvert le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage du Vajon, l'un des plus hauts du monde. Dans un rugissement assourdissant, la vague est passée par-dessus le bord du barrage et a emporté tout sur son passage. En 1980, un méga tsunami aux États-Unis s'est produit aussi par un glissement de terrain. Le sommet du mont St. Helens, à 450 mètres, s'est effondré après une éruption volcanique.
Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Elle a propulsé les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la Tour Eiffel. Les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Par exemple, en 1883, un gigantesque tsunami a été le résultat de l'éruption du volcan Krakatoa. Il s'est produit dans le détroit de la Sonde. L'éruption a presque vidé la chambre magmatique sous le volcan. Les fonds sous-marins et les terres émergées se sont effondrés. Cela a créé plusieurs vagues de tsunamis qui se sont élevées à plus de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Certains tsunamis peuvent être causés par des météorites qui arrivent sur notre planète. C'est ce qui s'est passé il y a des millions d'années lorsqu'un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan. Oui, c'est bien celui qui aurait anéanti les dinosaures. Il a généré un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague était presque 2 fois plus haute que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais la plupart des tsunamis, environ 80% d'entre eux, naissent dans la ceinture de feu de l'océan Pacifique. Pourquoi ? Eh bien, cette région a reçu son nom pour une bonne raison. Elle assiste à des tonnes d'éruptions volcaniques. Le navigateur et explorateur portugais Ferdinand Magellan a visité le plus grand océan du monde au début du XVIe siècle. Il a trouvé les eaux étonnamment calmes. C'est pourquoi l'endroit a été appelé l'océan Pacifique, Pacifique. Le voyageur ne savait pas qu'il y avait la ceinture de feu. Il s'agit d'une chaîne de volcans en forme de fer à cheval de 40 000 km de long et d'autres endroits actifs sur le plan sismique. Elle part de la côte sud de l'Amérique du Sud et s'étend jusqu'à la côte nord-américaine et aux îles Aléoutiennes. Puis, elle descend vers le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Ensuite, la chaîne revient en Nouvelle-Guinée, couvre les îles du Pacifique Sud-Ouest et se termine en Nouvelle-Zélande. En ce moment, la ceinture de feu n'est pas vraiment un cercle fermé. Mais si tu prends en compte les volcans en sommeil de l'Antarctique, tu obtiendras la forme que tu recherches. Les volcans les plus grands et les plus actifs de la planète se trouvent dans cette région. Ce sont le Mauna Loa et le Kilauea à Hawaï, le mont Fuji au Japon, le mont St. Helens aux États-Unis, le Krakatoa en Indonésie et bien d'autres encore. Quoi qu'il en soit, cet arc volcanique délimite l'océan Pacifique et passe par les points de rencontre de nombreuses plaques tectoniques. Les plus grandes d'entre elles sont l'Amérique du Nord, l'Eurasie, les Caraïbes, l'Antarctique et d'autres. Ces plaques ne cessent de bouger, elles se heurtent, glissent et se déplacent en dessous et au-dessus les unes des autres. Cette activité incessante fait entrer les volcans en éruption. Des fosses océaniques profondes apparaissent, apparemment de nulle part. La fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan, se trouve également dans la ceinture de feu. Elle s'est formée lorsqu'une plaque tectonique a été poussée sous une autre. De nos jours, la plaque de Nazca se voit forcée à s'enfoncer et passer sous la plaque continentale sud-américaine. Malheureusement, la première plaque ne veut pas descendre en douceur. Le processus soulève les montagnes et on voit le magma plus près de la surface. Lorsque de l'énergie est libérée du noyau de notre planète, les plaques tectoniques se déplacent et se frottent les unes contre les autres. La pression s'accumule dans ces zones et produit alors des tremblements de terre. Leurs épicentres sont dispersés le long des zones où les plaques tectoniques se rencontrent. Près de 90% de tous les tremblements de terre du monde se produisent dans la ceinture de feu. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit dans cette région. Il était de 9,5 sur 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre de Valdivia, également appelé Grand séisme chilien, s'est produit le 22 mai 1960. Il a duré près de 10 minutes. La catastrophe a affecté une zone de la taille de la Californie. Elle a également provoqué d'énormes vagues de tsunamis qui ont atteint les côtes d'Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les experts décrivent souvent la ceinture de feu comme une coïncidence. Lorsque des catastrophes naturelles éclatent en même temps sur ces deux phases opposées, elles ne sont jamais liées. Par exemple, en 2016, plusieurs tremblements de terre ont secoué l'île de Kyushu au Japon. Peu après, le Chili a également connu un puissant tremblement de terre, 7,2 sur l'échelle de Richter. Mais aucun de ces tremblements de terre n'a déclenché l'autre. La distance entre les épicentres était d'environ 16 000 km. Cet écart était bien trop important pour que les catastrophes puissent être reliées entre elles. De toute façon, un tremblement de terre sous-marin fait monter ou descendre soudainement le fond de l'océan à la limite des plaques tectoniques. Cela déplace d'immenses volumes d'eau et projette des vagues qui se transforment rapidement en tsunamis. Et comme les tremblements de terre se produisent plus souvent dans la ceinture de feu que partout ailleurs sur la planète,
Cette région déclenche à son tour de nombreux tsunamis. D'ailleurs, même si le Pacifique est le plus grand océan de la planète, il pourrait disparaître dans les 300 millions d'années à venir. Les plaques tectoniques sont à la dérive, l'Atlantique continue de s'ouvrir et le Pacifique se ferme. Ce processus est incroyablement lent, mais quand même. Un jour, les Amériques pourraient entrer en collision avec l'Antarctique, car elle dérive vers le nord. Ensuite, l'Asie et l'Australie rejoindront probablement ce nouveau supercontinent. Ce processus pourrait créer une nouvelle Pangée. Cette dernière était un ancien supercontinent. À l'époque, c'était le seul sur Terre. Il a commencé à se disloquer il y a environ 200 millions d'années. Certains géologues ne soutiennent pas cette théorie. Ils pensent que les océans Atlantique ou Arctique sont plus susceptibles de disparaître que le Pacifique.